Bonjour Jean Messia, Bonjour. on est ravis de vous retrouver après cette petite semaine de coupure. On espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Vous avez beaucoup manqué, mais bon, c'était la semaine sainte, donc Bah oui, c'était pour la bonne cause. bah évidemment. Voilà. Jean Messia, on est content de vous retrouver en ce moment puisque l'actualité est parfaite pour vous. C'est le genre de décryptage que vous appréciez. Je pense on va parler de ces fameuses prisons. 65 attaques de prison ont été recensées. On a reçu Xavier Hofer tout à l'heure qui nous expliquait que ça pouvait être qualifié de terrorisme d'une certaine façon. Jean Messia, de quel œil voyez-vous ces attaques contre nos prisons ? Euh, Vous savez, je pense que l'univers pénitentiaire carcéral était, en tout cas de l'extérieur, l'une des dernières institutions républicaines à ne pas avoir été attaquée frontalement. On connaissait les attaques contre les policiers, contre les gendarmes. On a aussi entendu des militaires en uniforme se faire agresser. Bon, les surveillants pénitentiaires également, mais à l'intérieur de leur prison. Le fait que des individus se sentent suffisamment forts pour aller à l'arme lourde attaquer une prison, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui relève à la fois de l'affaissement de l'autorité de l'État, qui entraîne évidemment un surge de puissance chez les ennemis de l'État. Euh, en fait, moi, je dirais plus loin que le mot terrorisme. Pour moi, c'est une guerre. D'abord parce que les armes utilisées sont des armes de guerre. Bon. Et la deuxième chose, parce que il n'y a guerre, si je puis dire, que dans les pays en guerre, où l'on voit comment dirais-je, des groupes armés s'attaquer aux prisons pour tenter de libérer les prisonniers. C'est vraiment, enfin, cette image d'attaque de la prison, jusqu'à présent, c'était l'apanage d'États faillis. C'était l'apanage d'États, voilà, voilà, c'est ce qui est pareil, d'États faillis, c'est l'apanage d'États en déliquescence, qui par exemple vivent une révolution, où là vous avez des guérillas, Avec des groupes de mercenaires. voilà, exactement, Ouais. qui vont plastiquer les murs des prisons, qui vont libérer des détenus qu'ils connaissent, avec qui ils ont fait les 400 coups, etc. Donc la situation, si vous voulez, de défaillance de l'État et d'affaiblissement et d'affaissement de l'État connaît là une gradation Ouais. extrêmement inquiétante. C'est quoi, le prochain coup, c'est quoi? C'est de s'attaquer aux bâtiments de la radio-télévision, comme sous les révolutions, c'est de s'attaquer au palais de l'Élysée, pourquoi pas à l'Assemblée nationale. Enfin, à partir de ce moment-là, si vous voulez, tout devient possible. Et on sent qu'il y a sur notre territoire des irrédentismes dont certains criminels qui n'ont qu'un seul objectif, c'est presque soit de remplacer l'État, soit tout simplement de l'éliminer, ou en tout cas de lui faire peur, de le dissuader pour pouvoir mener tranquillement leur trafic. Face à cela, si vous voulez, le problème c'est toujours pareil, c'est-à-dire que plus on attend que la situation se détériore, plus les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour rétablir l'ordre, pour rétablir le droit, vont être colossaux. Je m'étonne d'ailleurs que tous les turiféraires bruyants de l'état de droit ne parlent pas là. Enfin, c'est quoi une prison? C'est pas une institution de l'état de droit? C'est pas une structure au sein de laquelle ont été enfermés des individus que l'état de droit a privés de liberté? Pourquoi l'état de droit n'est mobilisé, cette notion, ce concept d'état de droit n'est mobilisé que quand il s'agit de faire mettre à la France un genou à terre? J'ajouterais qu'il y a aussi les deux principaux syndicats de magistrats qui existent en France qui n'ont pas dit un seul mot, pas un seul communiqué, pas une ligne à propos de ces attaques, ce qui est quand même assez facile. Enfin, eux qui sont les premiers à monter au créneau quand il y a une critique qui est émise quant aux institutions. Là, en l'occurrence, les deux principaux syndicaux n'ont pas sorti une ligne. Oui, mais parce que pour une raison simple, c'est que, rappelez-vous, c'est quand même les genres de syndicats qui vous disent que la prison est l'école du crime. Bah, ma foi, si c'est l'école du crime, bah, le fait qu'elle soit attaquée,
c'est même peut-être un bienfait pour eux, vous allez savoir. Alors justement, vous nous dites que c'est une preuve de la faiblesse de notre État aujourd'hui, cette situation. En réalité, on est face à nos dirigeants qui nous expliquent que c'est génial, ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça fonctionne bien parce que ça les énerve et que donc on a une réaction à notre autorité qu'on est en train de retrouver. Oui, mais si le but, si vous voulez, c'est c'est complètement, cette explication me paraît complètement folle dingue, si je puis me permettre. D'abord parce que quand on dit qu'on a terrassé un mal, c'est pas pour voir le mal ressurgir en 10 fois pire quelques jours après. Ça n'a pas de sens. Quand on terrasse le mal, ça veut dire que le mal disparaît. On ne le revoit plus. Et certainement pas armé d'armes de guerre et s'attaquant à l'enceinte d'une prison. Est-ce que ça veut dire que quoi qu'on fasse, on est coincé? Parce que là, on a les faits... Tant que beaucoup de politiciens redoutaient et nous disaient, c'est que si on agit, demain, ça va être terrible dans les rues, on va avoir des soulèvements. Là, on peut considérer qu'on en a un petit effet, donc concernant les prisons. Quand l'État agit et veut faire preuve d'autorité, la réaction, c'est une situation, vous l'avez dit, presque de guérilla. Oui, mais vous savez, l'État est censé, dans un État de droit, l'État est censé avoir le monopole de la violence légitime. Et donc, ce monopole lui confère le droit, le droit d'une gradation dans l'utilisation de la force proportionnée à la force qu'il a en face. Donc, cela veut dire, je veux l'expliquer simplement, si un individu lève le poing, l'État a le droit de sortir un couteau. Si l'individu sort un couteau, l'État sort un flingue. Si l'individu sort un flingue, l'État sort une mitrailleuse, et ainsi de suite. L'État doit toujours avoir un coup d'avance sur la violence, la concurrence des violences qui lui est faite. C'est ça le monopole de la violence légitime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre le mal à la racine. On a aujourd'hui, dans nos banlieues, dans nos cités, un terreau fait de pauvreté, d'islamisation, de narcotrafic. C'est un cocktail qui est explosif. Et contre toutes ces ramifications, tous les éléments, les ingrédients de ce cocktail, l'État, pour ainsi dire, ne fait rien. Que fait-on contre la gangrène islamique dans nos territoires? Rien. Je vais vous dire, on fait même le contraire. Rendez-vous compte, là, qu'en arrivant ce matin à vos studios, je lisais qu'il y avait une organisation, une association en Seine-Saint-Denis, une association musulmane, que le préfet avait, auquel le préfet avait enlevé le rescrit, vous savez, c'est-à-dire la possibilité pour cette association d'avoir, une défiscalisation. Parce que le préfet a estimé, au regard d'un certain nombre de publications Facebook, qu'elle portait atteinte aux valeurs de la République. L'association porte l'affaire devant le tribunal administratif donne raison à l'association. Pas plus tard qu'hier, le lycée Averroès, toujours en Seine-Saint-Denis, dont il avait été, par plusieurs enquêtes de l'Éducation nationale, montré qu'il y avait des enseignements contraires à leurs soi-disant valeurs de la République. Pour moi, c'est les valeurs de la République française. Que fait le Conseil d'État? Il casse tout le travail de l'Éducation nationale et la décision du préfet. Donc on a l'impression que notre justice administrative aujourd'hui est entrée dans une phase de collaboration active avec l'islamisation de la France, ce qui se traduit dans les quartiers par des ailes qui poussent à tous ceux qui veulent prendre exemple, puisqu'ils ont une partie de l'État, et non des moindres, c'est-à-dire la justice, de leur côté. Pour les trafiquants de drogue, c'est exactement la même chose. Quand vous avez des juges, et en proportion non négligeable, puisqu'on parle du syndicat de la magistrature qui représente 35% à peu près des juges, mais ça c'est l'extrême gauche, ça ne veut pas dire que tous les autres magistrats sont de droite. Ça veut dire que si vous prenez toutes les nuances de gauche et d'extrême gauche au sein de la magistrature, on est allègrement au-delà des 50%. Qu'est-ce qui vous explique, ces magistrats? Ils vous expliquent qu'on ne naît pas trafiquant. On devient trafiquant. Et pourquoi devient-on trafiquant? Parce que c'est la société. Oui, c'est la faute du système. C'est la faute du système qui accouche de ces trafiquants. Et quelque part, quand vous savez, cette charte qui a créé le syndicat de la magistrature, soyez partiaux, donnez raison aux coupables contre la victime, on y est. Donc en fait, la victime, c'est le pauvre narcotrafiquant qui est en fait une créature d'un système qu'il n'a pas lui-même choisi.
Et on le plaint, ce narcotrafiquant. Mais d'une certaine façon, ce qui est assez intéressant aussi, pour revenir à ces attaques de prison, quelque chose qui, on va dire, valide généralement une bonne partie de vos analyses, qui est quand même que, alors on ne sait pas exactement qui est à la manœuvre dans toute cette affaire, c'est une sorte de regroupement qui s'appelle la DDFP. Ouais, une nébuleuse. Une nébuleuse, mais qui d'ailleurs aurait fait plutôt des émules. C'est-à-dire que ce qui est estimé actuellement, c'est qu'il y a ce groupe qui existe et il y a d'autres gens qui se sont inspirés de ce qu'ils ont fait pour faire ça. Entraîne, hein. Et exactement. Et ce qui est assez frappant, c'est que on ne sait pas exactement qui c'est, mais d'un côté, on voit que dans les messages des conversations Telegram et Signal qu'ils ont, c'est des messages qui font des, disons, avec un vocabulaire passablement lié aux cités dont vous parliez, mais il y a aussi par exemple des tags en écriture inclusive qui ont été retrouvés avec marqué par exemple soutien au tolar.e.s sur ces prisons, c'est-à-dire que en l'occurrence, il y a évidemment une connivence entre l'ultra-gauche, les antifas et les cités, et dernier élément, c'est que ça s'ajoute dans un continuum. Maïlis avait fait un décryptage à ce sujet il y a quelques jours, un continuum de violence de l'extrême gauche qui, depuis 1 an, ne cesse de multiplier les attaques contre du fret ferroviaire, contre des usines, contre énormément de... des universités. Si vous voulez, le problème, on a aujourd'hui sur notre sol une concurrence, une addition de totalitarisme. Alors, le mot totalitarisme peut étonner dans la mesure où la rémanence des totalitarismes du XXe siècle nous font penser à des mouvements qui sont structurés par des États avec une idéologie claire, etc. Mais le totalitarisme 2.0, il vient en fait se nicher dans l'individualisme exacerbé, et comme ça, il est masqué. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, une femme décide de se voiler, l'idéologie qui promeut le voile, c'est une idéologie totalitaire. Hein. C'est l'idéologie de l'islam radical. Bon. Le problème, c'est que cette femme, elle va vous dire « Mais non, c'est ma liberté individuelle. » Et comme nous vivons dans une société où la liberté individuelle ne doit pas avoir de frontières, ces totalitarismes vont se nicher et avancer, cachés sous les phares avenants de la liberté de l'individu. Mais il n'en demeure pas moins, c'est une sorte de totalitarisme dématérialisé en fait, qui n'a plus évidemment les armées d'antan. Presque décentralisé. Même décentralisé, exactement. Et donc, si vous voulez, le problème, il est là, c'est que on a une extrême gauche, une ultra gauche, qui veut prendre le pouvoir, qui veut abattre finalement notre pays, mais qui sait qu'elle ne pourra pas le faire toute seule. Mais pourquoi elle veut faire ça ? Parce que l'idéologie de l'ultra-gauche est une idéologie haineuse de la France. Il y a une haine anti-française, et c'est marrant, c'est la seule haine dont on parle jamais. On vous invente des haines fantasmagoriques, des racismes fantasmagoriques, des phobies fantasmagoriques, et on ne parle jamais de la seule et unique haine qui, elle, tue, qui, elle, détruit, qui, elle, agresse, qui, elle, viole. C'est la haine de la France et des Français. Alors, initialement, cette haine est portée par un certain nombre de peuples sur notre territoire qui, pour des raisons historiques, pour des raisons religieuses, c'est trop long, ça serait trop long à expliquer ce matin, mais qui en ont après la France. Ils ne sont pas là pour s'assimiler, ils ne sont pas là pour s'intégrer, ils sont là dans une démarche de vengeance avec un esprit revanchard par rapport à un certain nombre d'éléments, notamment historiques, culturels, religieux, etc. Et en fait, cette haine étrangère va faire sa rencontre avec une haine de l'intérieur promue par la gauche et l'extrême gauche, c'est ce que j'appelle la haine du système antinational, dont l'incarnation actuelle, finalement, est Emmanuel Macron. Alors, vous allez me dire, Emmanuel Macron et l'extrême gauche, bon, si, parce qu'en fait, il n'y a pas entre Emmanuel Macron, entre le macronisme, c'est-à-dire le progressisme, et l'extrême gauche, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. C'est-à-dire que là où l'extrême gauche veut le remplacement et l'islamisation tout de suite, Macron dit il faut prendre son temps pour ne pas bousculer le corps national français qui risque de se rébeller et donc de voir disparaître l'objectif ainsi recherché. Donc tout ça fait quoi ? Tout ça fait que nous avons une alliance des haines de la France entre la haine étrangère et la haine d'extrême gauche qui commence aujourd'hui
presque comment dire, à fourbir ses armes au sens propre du terme. Et les épisodes dont nous parlons depuis le début de cette chronique ne sont que la genèse de ce qui pourrait arriver si l'État et nos dirigeants ne prennent pas les choses à bras-le-corps pour tuer ces haines destructrices dans l'œuf. Mais le problème, c'est que les progressistes, finalement, ils voient cela, comment dirais-je, d'un œil sympathique. Vous regardez d'un autre côté, vous savez bien que Emmanuel Macron, mais même comme d'autres, même on pourrait aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en fait, ce ne sont pas des gens qui disent qu'ils n'aiment pas la France, ce ne sont pas des gens qui, en fait, en fait, ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle France. C'est le projet de Jean-Luc Mélenchon. Oui et non. Ce que Emmanuel Macron, de son côté, passe son temps à répéter, je dis absolument pas qu'il le fait, évidemment, mais passe son temps à répéter qu'il veut défendre les intérêts de la France à l'étranger, etc. Concrètement, c'est pas du tout des gens qui se revendiquent de la haine de la France. Alexandre, quand un président de la République se rend dans un pays étranger, qui plus est un pays qui nous est passablement hostile, qui va jusqu'à inscrire dans son hymne national une strophe haineuse contre notre pays, et qu'il va devant les instances de ce pays dire que la France a commis un crime contre l'humanité, c'est pas un président qui défend les intérêts français. Quand un président dit que la France n'a pas de culture française, mais qu'il y a des cultures en France, excusez-moi, c'est pas, si un président ne sait pas qu'il y a une culture française, je vois pas comment il peut la défendre. Donc c'est quand même assez incohérent. Quant à Jean-Luc Mélenchon, alors oui, il dit pas je hais les Français, mais il dit je veux les remplacer, il appelle ça la créolisation. Et puis il y a certains de ces députés qui, même s'ils ne disent pas je hais les Français, refusent de dire par exemple qu'ils aiment la France. Voilà, ou qui refusent de chanter la Marseillaise, etc., etc. Non, on a quand même un certain nombre, un faisceau, on va dire, d'éléments probants, crédibles, qui permettent d'asseoir l'idée que nous sommes dirigés par un système que j'appelle le système antinational, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, un système qui hait la France et qui veut en finir avec la France. C'est évident. Alors, il y a dans ce système les fanatiques, donc la gauche, l'extrême gauche, et il y a les modérés. Mais vous savez, dans toutes les époques historiques, il y a plusieurs nuances de collaborationnisme. Entre 40 et 44, tout le monde n'était pas Doriot ou Déa. Il y avait des collabos qui étaient des collabos soft, mais qui étaient des collabos quand même. On peut aussi penser d'un autre côté que peut-être que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en général cherchent plutôt à faire créer leur nouvelle France créolisée avec des populations étrangères, et que Emmanuel Macron, pour le coup, son rejet de la France se traduit plutôt dans une dissolution dans l'Union européenne ou des choses comme ça. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est ce que j'appelle la haine du haut et la haine du bas. Vous avez en fait le peuple français, ça c'est très important à comprendre, et il faut que les auditeurs et tous les Français le comprennent. La France et les Français sont pris dans une tenaille. Le premier élément de la tenaille vient par le haut. C'est la destruction de la France par le haut à travers le mondialisme et l'européisme. Et à travers aussi l'immigrationnisme qui permet de faire venir et de faire rentrer en France depuis maintenant un demi-siècle des millions et des millions de personnes, avec un abandon évidemment de l'objectif d'assimilation, voire même de l'intégration, et à qui on dit « restez ce que vous êtes », sauf que rester ce que vous êtes, c'est pas être français. D'accord ? Et donc, en fait, le vivre ensemble, c'est l'obligation faite par la haine de la France du haut, l'obligation faite aux Français de vivre à côté de peuples qui les haïssent, avec pour accusation le racisme et la xénophobie s'ils ne l'acceptent pas. On est chez les fous. Donc la haine du haut, c'est le gaucho-progressisme qui gouverne la France depuis une cinquantaine d'années et qui désindustrialise la France, qui paupérise la France, qui envahit la France avec une politique d'immigration et une politique de naturalisation. On en parle assez peu. En 2 secondes, Jean-Michel. Tout aussi folle. Et par le bas, ces nouveaux peuples qui arrivent, qui sont censés saper l'existence, voilà, la prééminence du peuple français sur son propre sol. Et donc cette tenaille, depuis maintenant 50 ans, ne cesse de se refermer. Si le peuple français ne se réveille pas, cette tenaille se refermera définitivement et la France sera perdue. Et je ne parle pas d'un fantasme. Il y a bien des civilisations et bien des nations à travers l'histoire qui ont connu ce funeste sort. Voilà, et si aujourd'hui je me bats, c'est justement pour pas en arriver là. C'est ça, et on va pouvoir en sortir, on ne désespère pas. Merci Jean Messia pour cette addition, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.